Bonjour à tous, sur cette chaîne, vous avez eu l'occasion de faire la connaissance de sacrés monstres sans froid, prêts à tout pour assouvir leurs pulsions avec comme finalité, très souvent, la mort. Mais si on les réunissait tous, ils resteraient moins féroces que celle qui est en train de causer des dégâts bien plus critiques sur cette planète, l'espèce humaine. Ou plutôt les dérives de l'espèce humaine, parce que j'en entends crier derrière leur écran qu'ils n'ont rien à voir avec ces comportements. Mais alors, comment est-ce que l'on entre dans le combat pour redresser la barre? Eh bien comme ça. Oui, je vous assure. Avec les montres et les accessoires de la marque Holzkern, vous allez vous faire du bien et aux autres aussi. Alors déjà, pourquoi ça va vous faire du bien à vous? Parce que du 1er au 16 juin, 10% de réduction sur le site sont appliqués, vous permettant ainsi de devenir propriétaire de l'un des très nombreux modèles de montres ou accessoires de la marque pour moins cher. Et puis surtout, dans le cadre de son événement Donation Specials, pour chaque achat effectué, 5% du montant sera reversé à des associations luttant en faveur de l'environnement. Il y a 3 partenaires caritatifs pour 3 domaines distincts. D'abord, la fondation Jane Goodall, qui a vu le jour grâce à l'anthropologue du même nom, qui dédie sa vie à l'étude et à la protection des chimpanzés, mais elle est aussi engagée dans la lutte contre la déforestation des poumons de notre Terre. Jusqu'en 2023, c'est au Sénégal que la fondation œuvre pour le bien de la nature mise à mal par les agissements de l'homme. Ensuite, il y a Gut Heiderbichel, une association protectrice des animaux qui les recueille, menant également une campagne de sensibilisation en présentant ces animaux au public. Enfin, il y a l'association CARE, à but humanitaire, qui est engagée dans un combat honorable pour lutter contre la malnutrition des enfants au Bangladesh, un pays particulièrement meurtri. Si Holzkern s'implique autant et tout au long de l'année auprès d'œuvres environnementales avec en point d'orgue cette période de mise en avant que je vous ai présentée et à laquelle vous pouvez prendre part, c'est pour 2 raisons. La première est évidente, il s'agit d'un soutien à la protection de l'environnement et la seconde est une prévention contre le greenwashing ou l'éco-blanchiment en français. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est en fait une méthode marketing trompeuse pratiquée par des entreprises consistant à communiquer autour de l'image éco-responsable d'un produit ou d'une marque, alors qu'il n'y a aucun respect écologique en jeu. C'est un mensonge tout simplement. Par exemple, le secteur automobile qui parle de voitures propres. Une voiture n'est pas propre, elle est éventuellement moins sale. Donc, si ce sont des causes qui vous parlent et que vous avez envie de vous faire plaisir avec une petite réduction, rendez-vous sur le site d'Holzkern, le lien est en description ainsi qu'en premier commentaire. Maintenant que ceci est dit, plongeons dans notre histoire. Leno est une petite ville se trouvant au nord de l'Italie, dans la province de Brescia, dont la capitale porte le même nom. La vie est plutôt calme, il faut dire qu'avec environ 14 000 habitants, nous sommes loin de l'agitation des grandes métropoles comme Rome, Milan ou Turin. Et malgré tout, si le besoin de grand air se fait ressentir, il n'y a qu'à parcourir une 50aine de kilomètres pour profiter des rivages du lac de Garde, surplombé par les montagnes de la chaîne alpine, une véritable carte postale. Oui, mais au cours de la soirée du 28 septembre 2002, à environ 19h, nous sommes très loin d'une ambiance de vacances au commissariat de la ville de Leno. D'une part, dans la mesure où les samedis soirs sont toujours plus agités que les autres jours de la semaine, et d'autre part, une femme et un homme se présentent aux policiers et ils paraissent extrêmement inquiets. Ils sont installés à un bureau afin de détailler leur angoisse qui est la suivante. L'un de leurs 4 enfants a disparu. Il s'agit de Desiree Piovanelli, tout juste âgée de 14 ans. L'adolescente n'a plus été aperçue depuis le début d'après-midi puisque c'est à environ 15h qu'elle a quitté la maison de ses parents en les informant qu'elle passerait du temps avec des amis. Maurizio, le père, ainsi que Maria, la mère, n'y ont vu aucun inconvénient, et comme pour chaque adolescent de cet âge, consigne lui a été donnée de rentrer à une certaine heure. Mais voilà que sonne 19h et il n'y a aucune nouvelle de Désirée, ce qui génère nécessairement de l'anxiété chez les parents qui sollicitent l'aide de la police. Les agents, en entendant ceci, estiment que la durée de son absence n'est pas alarmante. Elle ne s'est pas envolée, elle n'a pas disparu à une heure inhabituelle, n'est pas restée toute une nuit à l'extérieur sans prévenir. C'est une adolescente, il se peut qu'elle ait prolongé l'après-midi avec ses amis. Quand elle reviendra, Maurizio et Maria devraient connaître le fin mot de l'histoire.
Bien sûr, si les parents de Désiré se trouvent dans les locaux d'un commissariat, c'est qu'ils sont convaincus d'une anomalie liée à l'absence de leur fille, et n'ont absolument aucune intention de repartir comme le conseille le policier. D'autant plus que l'affaire concerne une mineure. Ils sont donc en droit de déposer une requête officielle et insistent pour que cela soit pris en compte. L'agent de police tente de les calmer, en affirmant que ce genre de cas avec un adolescent qui ne respecte pas le couvre-feu imposé par les parents est monnaie courante. Selon lui, il pourrait s'agir d'une fugue, mais souvent lorsque cela se produit, les enfants confrontés à la réalité reviennent rapidement au foyer. Il maintient son discours, en expliquant qu'il faut attendre quelques heures, qu'il n'y a pas besoin de s'affoler. Il a beau parlementer, la seule conséquence à cet échange est une perte de temps pour enclencher les recherches, parce que les parents de Désiré ne bougent pas de leur position, forçant la police à rendre officielle la disparition de l'adolescente. Le samedi 28 septembre 2002, le nom de Désiré Piovanelli intègre la liste des personnes portées disparues. Comme l'indiquait l'agent qui a reçu les parents, peut-il s'agir d'une fugue ? Peut-être, mais pour fuguer, il faut un contexte familial déplaisant, voire conflictuel. Les Piovanelli forment une famille italienne des plus classiques. Ils sont connus à Leno, mais surtout appréciés. Le père, Maurizio, est un artisan dans le bâtiment. À plusieurs reprises, il a aidé ses voisins pour des travaux, ce qui a nécessairement contribué à la popularité des Piovanelli dans leur entourage. La mère, Maria, quant à elle, n'occupe aucun emploi, consacrant tout son temps à l'éducation de ses enfants, ce qui reste un travail à temps plein, dans la mesure où la fratrie est grande avec 4 frères et sœurs à gérer. Ivano, l'aîné âgé de 16 ans, Michela, 9 ans, Sharon, 3 ans, et bien sûr, Désiré, 14 ans. Il n'y a aucun problème à la maison. L'adolescente se comporte bien, à l'école tous les feux sont au vert, et elle a beaucoup d'amis, adore la musique et commence à flirter avec des garçons de son âge. Bref, une vie d'écolière aux allures classiques, bercée par la quiétude de l'adolescence. Ce qui met d'entrée à mal l'hypothèse de la fugue, bien qu'elle ne puisse totalement être écartée. Dans le cadre de cette enquête préliminaire, les policiers entreprennent de reconstituer le déroulement de cet après-midi du samedi 28 septembre grâce à l'aide des parents. À la mi-journée, Désiré rentre de l'école sur les coups de 12h30 pour partager le déjeuner avec sa famille. Une heure plus tard, à 13h30, elle se retire dans sa chambre pour s'atteler à ses devoirs. Et elle a bien raison, si vous ne voulez pas finir youtubeur ou dans une télé-réalité, faites vos devoirs. Une heure plus tard à nouveau, à 14h30 cette fois-ci, le travail accompli, elle ressort de sa chambre pour s'installer dans le salon et devant la télévision quelques minutes, puis se prépare à sortir. Enfin, elle quitte la maison à environ 15h de l'après-midi. Évidemment, il y a des interactions avec les parents entre tous ces événements, notamment au moment où elle a annoncé qu'elle sortira plusieurs heures. La jeune Désirée dit qu'elle se rend chez une amie pour étudier, ce qui n'alerte aucunement Maurizio ni Maria, dans la mesure où c'est une habitude de leur fille de se rendre chez des amis soit pour étudier, soit pour jouer ensemble. Il n'y a pas lieu de se préoccuper, Désirée possède un téléphone portable et peut donc appeler en cas d'imprévu. À 17h30, c'est sa mère, Maria, qui tente de la joindre sans y parvenir cependant. Depuis cette heure, impossible d'établir le contact avec la jeune fille. Personne ne l'a vue, et voici le mystère. Où se trouve Désiré Piovanelli ? Lors des cas de disparition, la moindre minute est précieuse. Chaque heure qui s'écoule réduit le pourcentage de chances de retrouver la personne concernée. Il n'y a pas lieu de céder à la panique non plus. Même si la fugue est peu probable, il y a énormément d'autres raisons qui pourraient pousser à une disparition. Les recherches sont donc lancées sans délai. Durant la soirée, des équipes cynophiles, des effectifs de police évidemment, et des agents spécialisés dans les disparitions s'attellent à retrouver la trace de la jeune Désirée. La pénombre de la nuit complique le travail de recherche qui se déroule jusqu'au petit matin. Le dimanche 29 septembre à 8h46 précise, aucune piste n'a été découverte concernant la disparition de l'adolescente. Pourtant, l'espoir renaît. C'est à cet instant que le portable de son frère Ivano reçoit une notification. C'est un nouveau SMS qui attend d'être ouvert. Son importance est capitale, car l'expéditrice en question n'est autre que Désirée, celle pour qui tout le monde éprouve une intense préoccupation. Ce message dit « Je sais que vous me cherchez, mais ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je suis avec Tony. Je ne rentre pas à la maison,
Je veux être avec lui. Ces lignes indiquent que sa sœur se serait enfuie pour passer du temps avec un garçon qu'elle aime bien, a priori un petit ami nommé Tony. C'est un adolescent de son âge de la province de Crémone, juste à côté de celle de Brescia, et donc cela confirmerait l'hypothèse avancée par l'agent de police la veille, suggérant une bêtise d'adolescent. Oui, mais il y a deux problèmes qui se dressent. Le premier est qu'effectivement, le message est arrivé sur le téléphone d'Ivano, le frère de Désiré. Il est également signé de son nom. En revanche, il n'est pas envoyé depuis son téléphone, mais depuis un numéro inconnu. Le deuxième point est que Tony, ce garçon qui, il est vrai, est apprécié par Désiré, est mis hors de cause aussitôt, puisqu'au moment où Ivano reçoit le SMS dans sa boîte de réception, Tony est entendu par les policiers qui questionnent les proches ainsi que les personnes que la jeune fille côtoie. Les émotions basculent. De l'espoir, on passe à la crainte, parce que ce message ressemble fortement à un leurre. Quelqu'un essaye d'orienter l'enquête vers une fausse piste, et cette personne doit au moins avoir des informations sur la disparition de Désiré, si ce n'est être totalement impliqué. Ce SMS a au moins pour intérêt d'écarter certaines théories, surtout celles s'agissant d'une disparition volontaire. À présent, il apparaît confirmé que l'adolescente a visiblement fait une mauvaise rencontre, et l'hypothèse de l'enlèvement devient la plus crédible. C'est ce qui pousse Maurizio Piovanelli à faire une apparition télévisée dans laquelle il sollicite les personnes impliquées dans la disparition de sa fille de ne pas lui faire de mal, de la relâcher afin de montrer qu'ils ont une conscience et qu'ils n'ont pas l'intention de faire souffrir toute une famille. Un appel qui manifestement n'est pas entendu. Le lundi 30 septembre et le mardi 1er octobre, les recherches s'intensifient. Désiré est peut-être encore en vie, mais certainement en danger également. La famille Piovanelli est incapable de fermer l'œil de la nuit. La disparition en elle-même crée de l'anxiété, mais l'épisode du SMS fait craindre le pire. D'ailleurs, les effectifs de police commencent à examiner les forêts, les rivières ainsi que les ravins, parce qu'il y a désormais une probabilité pour que l'adolescente ne soit plus de ce monde. En parallèle, les habitants de Leno suivent de près l'investigation. Il y a énormément d'informations qui affluent, simplement les autorités doivent absolument faire le tri dans la mesure où beaucoup d'entre elles ne sont que des rumeurs. Mais soudainement, un suspect émerge. À plusieurs reprises, il est suggéré à la police que Maurizio Piovanelli serait impliqué. Il serait même l'auteur d'un meurtre commis à l'égard de sa propre fille. Cette idée est appuyée par le fait que la famille aurait une croyance particulière, étant témoin de Jéhovah, un groupement religieux souvent considéré comme sectaire. Cette différence religieuse, peu commune dans la région, pourrait être le mobile d'un drame familial. Alors, comme aucune piste ne peut être écartée pour le moment, le père de famille est suspecté. Il est bien entendu questionné, observé, mais il faut se rendre à l'évidence, la théorie de l'infanticide ne colle pas, et il n'y a aucun lien avec la religion dans cette histoire. Les indices ne sont pas légion pour tenter de résoudre l'énigme qui entoure la disparition de Désiré. Il n'y en a même qu'un seul en réalité, le SMS reçu par son frère Ivano le 29 septembre. Les relevés téléphoniques de son dernier ont donc été demandés auprès de l'opérateur concerné. Après quelques jours, ils sont remis à la police qui constate que le message provient d'une cabine téléphonique. C'est peu commun, mais certaines, grâce à une carte téléphonique prépayée, permettent l'envoi de SMS. La cabine téléphonique ayant servi pour envoyer ce message se trouve sur la rue Ermengarda, à 300 mètres seulement de la maison des Piovanelli. Plus intriguant encore, la carte téléphonique est une carte ayant été déclarée perdue par une femme habitant à Trieste, proche de la frontière avec la Slovénie, qu'il avait égarée alors qu'elle passait des vacances à Jesolo, près de Venise, et avait déclaré cette perte auprès de la police au mois d'août précédent, environ un mois avant la disparition de Désiré. Comment est-ce qu'une carte téléphonique appartenant à une femme de Trieste, déclarée perdue à Jesolo et utilisée dans une affaire qui sent l'enlèvement à 300 mètres du domicile de la victime, a pu se retrouver mêlée dans cette histoire? Aucune idée pour le moment. Mais voici des éléments nouveaux permettant un filtrage pour la recherche de potentiels suspects ou témoins. Parmi l'entourage de Désiré, qui a un lien avec la ville de Trieste ou celle de Jesolo? En réalisant de multiples recoupements, un nom ressort le jeudi 3 octobre, un certain Nicolas Bertocchi. C'est un garçon âgé de 16 ans, un apprenti maçon et voisin de Désiré.
S'il est devenu une personne d'intérêt pour les policiers, c'est parce qu'avec ses parents, il a passé ses vacances d'été en août à Yesolo. Une coïncidence qu'il est impossible d'ignorer qui relie tous les points entre cette mystérieuse carte téléphonique, la disparition de Désiré et le SMS reçu par son frère depuis un téléphone public. Simplement, il n'a pas le profil d'un ravisseur. Les enquêteurs suspectent un mauvais coup de sa part. Ils savent qu'il n'est pas apprécié par Désiré puisque dans son journal intime, qui a été ouvert pour le bien de l'enquête, l'adolescente mentionne Nicolas mais n'en parle pas en bien, considérant qu'il est une personne à éviter selon ses propres mots. Les forces de l'ordre sont sceptiques. Néanmoins, il est impératif de procéder à la vérification de cette piste, que ce soit en vue de son approfondissement ou de son exclusion, afin de poursuivre les recherches en conséquence. Avant de procéder à l'interrogatoire du jeune homme, des renseignements sont préalablement recueillis à son sujet, dans le but de mieux appréhender sa personnalité. La première constatation qui n'étonne guère les agents, c'est que Nicolas ne possède aucun antécédent judiciaire. Cela renforce les doutes s'agissant de son implication dans cette affaire délicate. D'un autre côté, bien qu'il n'ait jamais fait face à la justice, le comportement de Nicolas est peint comme celui d'un garçon difficile, qui s'oppose régulièrement à l'autorité, certains le considérant même comme une brute. L'école l'a rapidement désintéressé. Il s'ennuyait assis sur les bancs du collège et a donc entamé un apprentissage en maçonnerie. C'est un profil succinct, permettant cependant aux enquêteurs de mieux comprendre la personne qui va s'asseoir en face d'eux pour une série de questions qui donnera lieu à des réponses aussi capitales pour la police que pour Nicolas. Le jeudi 3 octobre en fin d'après-midi, Nicolas Bertocchi est convoqué par la police de l'Hainaut afin de s'entretenir au sujet de la disparition de Désiré Piovanelli, mais surtout s'agissant de cette affaire de SMS envoyée depuis une cabine téléphonique. Bien qu'il pense à un mauvais coup de la part du jeune homme, les enquêteurs l'accueillent dans des conditions similaires à celles qui seraient réservées à une personne suspectée d'enlèvement. La raison est simple. Il n'y a pas de temps à perdre. Désiré est peut-être en vie quelque part, blessé potentiellement. Nicolas ne doit pas se sentir confortable et doit percevoir la pression en espérant que cela soit suffisant pour qu'il passe à table s'il dispose d'éléments pouvant faire décoller l'enquête. L'interrogatoire de Nicolas est si important que c'est la procureure adjointe Sylvia Bonardi qui se charge de poser les questions au jeune homme. D'emblée, elle comprend que malgré son âge, 16 ans seulement, il ne sera pas facile à manier, son hostilité à l'égard de l'autorité le conduisant à refuser toute coopération. Dans un premier temps, il nie absolument tout, sauf effectivement connaître Désiré Piovanelli depuis leur enfance. Mais voici un jeu auquel Sylvia Bonardi est bien plus expérimentée. Elle ne croit pas un seul mot qui sort de la bouche de Nicolas Bertocchi, et n'a pas l'intention de faire redescendre la pression qui, au contraire, va augmenter. Il lui est soumis les recoupements que la police a réalisés pour qu'il se retrouve assis dans cette pièce face à une magistrate. Une carte téléphonique perdue à Yesolo, utilisée pour envoyer un SMS depuis une cabine téléphonique située à 300 mètres de chez Désiré, mais donc aussi de chez lui, sur le numéro du téléphone portable de son frère que l'expéditeur devait connaître. Comment l'explique-t-il ? Voici une impasse, qui force le garçon de 16 ans à livrer une vérité qu'il a bien gardée pour lui dans un premier temps. Il reconnaît être à l'origine de l'envoi de ce SMS sur le téléphone d'Ivano Piovanelli. Il avoue que ce geste était très stupide de sa part, mais n'a pas de justification sur ses motivations si ce n'est une blague de mauvais goût. Pourquoi pas ? Après tout, il s'agissait de l'hypothèse initiale de la police. Sylvia Bonardi ne souhaite pas briser totalement le garçon. Il est déjà très tard, elle est parvenue à le faire parler, alors elle décide de le laisser se reposer et réfléchir à ce qu'il vient de vivre. La police se penche également sur les échanges qui viennent d'avoir lieu. Quelques minutes après la fin de l'entretien, le père de Nicolas est autorisé à lui rendre visite puisqu'il est mineur et rencontre son fils dans une petite pièce destinée à cet effet au sein du commissariat. Il va pouvoir décompresser de cette épreuve qui l'a visiblement affecté. Ce qu'il ignore par contre est que l'endroit où il discute à présent avec son père est surveillé par les policiers qui voient tout et entendent le moindre son, y compris la discussion qui se tient entre le père et le fils. Nicolas est agité, ce qui est compréhensible compte tenu de ce qu'il vient de vivre. Mais il semble particulièrement touché par toute cette histoire, ce qui est curieux. Et puis,
il dit une chose qui hérisse le poil des enquêteurs. Tandis qu'il discute avec son père, c'est dans une ambiance pesante qu'il avoue être le meurtrier de Désiré Piovanelli. Un pavé dans la mare. Personne ne s'attendait à une telle révélation. Certes, la disparition de l'adolescente est inquiétante. Oui, Nicolas Bertocchi semble en savoir plus que ce qu'il ne dit. Mais le meurtre n'était pas du tout l'hypothèse principale. Finalement, l'interrogatoire ne reprend pas le lendemain, mais immédiatement après ce moment passé entre le père et le fils. Nicolas Bertocchi comprend dès lors que les policiers ont tout entendu. Il ne résiste plus et passe à table. Voici comment se seraient déroulés les événements selon lui. Il aurait rencontré Désiré dans un lieu isolé avant qu'une dispute n'éclate entre eux. La raison de cette altercation, toujours d'après les dires du jeune homme, aurait été l'attitude de Désiré qui se serait permise de l'insulter en ces termes « Tu me dégoûtes ». De tels propos injurieux auraient fait sortir de ses gonds Nicolas et l'auraient poussé à agir de manière irréfléchie, puis ajoute que Désiré aurait sorti une arme, un couteau plus précisément. À partir de ce moment, il serait entré en état de légitime défense face à cette menace et aurait mis fin à la vie de l'adolescente à l'aide de cette lame. Le lendemain, le vendredi 4 octobre, suite à cet entretien dramatique, il est demandé à Nicolas Bertocchi d'accompagner les enquêteurs au lieu du crime décrit par le jeune homme. Voici tout ce beau monde en route pour la Cascina Ermengarda, une bâtisse en ruine juste à l'extérieur du centre-ville de Leno, mais à 200 mètres à peine du domicile des Piovanelli. D'après Nicolas, la dépouille de la pauvre fille se trouverait au premier étage de la ruine abandonnée. Les policiers s'y rendent afin de vérifier l'exactitude des propos tenus par leurs suspects. Ils entrent dans le bâtiment. Les fenêtres sont brisées, le toit défoncé et tout cet environnement est lugubre. Ils passent par un étroit couloir puis grimpent au premier étage. Sur leur chemin, l'ambiance est celle d'un film d'horreur des plus glauques. Il y a du sang sur les murs, sur le sol et les escaliers. Il semblerait que la jeune fille se soit battue pour sa vie. À l'étage, les enquêteurs accèdent à une pièce dont la porte est ouverte et font la macabre trouvaille. C'est une vision d'horreur qui choque même les agents les plus expérimentés. Le cadavre en partie dénudé de Désiré Piovanelli, 14 ans, gît au sol dans un état désastreux. Les policiers s'attendaient à ce que le lieu du crime soit difficilement soutenable. C'est toujours le cas quand une arme blanche est impliquée. Mais dans ce cas, c'est un véritable carnage. Le corps de Désiré est particulièrement meurtri. Il y a de très nombreuses ecchymoses, mais surtout, 33 coups de couteau ont été portés sur la victime. Autour d'elle, il y a énormément de sang ainsi que des empreintes de pas. L'histoire déroulée quelques heures auparavant par Nicolas Bertocchi apparaît de moins en moins crédible. Une trentaine de coups de couteau pour de la légitime défense? Étonnant. D'autant plus que sur place sont retrouvés des colliers de serrage, matériel idéal pour maintenir une personne attachée. Il n'y a pas un seul policier digne de ce nom qui avalera cette version proposée par le jeune suspect. Pendant que des agents figent le lieu du crime afin de le préserver, d'autres se rendent à un second endroit indiqué par le garçon à environ 2 km. C'est une nouvelle fois un site abandonné, mais s'il est intéressant, c'est parce que Nicolas Bertocchi explique que l'arme du crime ainsi que des affaires appartenant à Désiré s'y trouvent. C'est bien le cas. Un couteau de cuisine long d'une vingtaine de centimètres et encore taché de sang est découvert. Le lendemain, dans la matinée, l'information sur le meurtre tragique de la jeune Désiré Piovanelli fait le tour de toute la ville, et les médias s'emparent de l'affaire qui devient nationale. À ce stade, il est possible de penser que l'enquête est désormais bouclée. Pas du tout. Elle est encore très loin d'une résolution totale. Après les aveux de Nicolas Bertocchi et la visite macabre dans les bâtisses abandonnées à l'extérieur de la ville de Leno, les enquêteurs sont persuadés que le garçon cache encore une bonne partie de la vérité. Selon eux, la légitime défense est exclue au regard des marques de sang. Il semblerait plus que Désiré ait tenté de fuir et qu'on l'ait poursuivi. Et puis, 33 coups de couteau, c'est un acharnement, pas un moyen de se défendre d'un danger imminent. Également, il doute non seulement du fait que l'adolescente ait pu menacer Nicolas, mais surtout, il ne croit pas une seule seconde qu'elle se soit baladée avec une lame de 20 cm préméditant la mort de ce dernier. Enfin, les traces de pas maculées de sang jonchant le sol autour du cadavre, les colliers de serrage abandonnés,
Et le carnage dans son ensemble ne sont pas l'œuvre d'un jeune homme de 16 ans. Selon les forces de police, il existerait au moins 3 complices. Mais toutes ces informations demeurent à l'état de soupçon tant qu'il n'y a pas d'aveu. C'est pour cette raison que Nicolas Bertocchi est reconduit en salle d'interrogatoire. Dans la soirée du vendredi 4 octobre, le jeune homme est sur le grill. Il faut le faire parler parce que dans l'hypothèse où il ne serait pas le seul meurtrier, il est nécessaire d'agir rapidement afin de mettre la main sur les autres personnes impliquées. Nicolas Bertocchi a beau répéter dans un premier temps qu'il est le seul coupable, il finit par craquer comme il le fait à chaque fois, laissant échapper timidement un nom, celui de Mattia Franco, un garçon qui vient tout juste de célébrer son 14e anniversaire. Il aura fallu se battre pour obtenir cette identité. Nicolas précise aussi qu'il n'a rien à voir avec le meurtre. Simplement, les enquêteurs préfèrent s'en assurer eux-mêmes. Mattia Franco, 14 ans, est donc le suivant à être interrogé. Malgré son jeune âge, il est peu loquace. Alors qu'il devrait craindre les forces de l'ordre ou au moins être impressionné, cela ne semble pas être le cas. D'abord, il nie avoir été témoin de quoi que ce soit. Cette version ne tiendra pas longtemps après que la police exerce une pression un peu plus forte sur lui, qui craque et reconnaît qu'il était présent en même temps que Désiré dans le bâtiment abandonné. Les policiers avaient donc raison. Mattia raconte que lorsqu'il est entré, il a aperçu Désiré entouré de Nicolas et Nico. Le garçon vient de nommer un 3e complice, Nicolas étant Nicolas Bertocchi et Nico étant Nicolas Vavassori. Lui aussi, tout comme ses 2 amis, est originaire de l'Hainaut. Il connaît Désiré, il a 16 ans et serait donc impliqué dans un meurtre particulièrement cruel. Mattia ne se contente pas de donner un nom. Il précise que toute cette histoire n'a pas démarré le 28 septembre, jour de la disparition de Désiré, mais 2 jours plus tôt, le jeudi 26 septembre. Tous les 3 trouvent Désiré très belle. Ils en discutent et la conversation dérive, notamment quand Vavassori annonce qu'il aimerait coucher avec l'adolescente, et que pour ça, il serait prêt à commettre un viol. Ce qui est effrayant est que Bertocchi le rejoint dans cette idée. Le petit groupe était en réalité jaloux que Désiré voit un autre garçon depuis peu. En un éclair, la jeune fille est devenue une obsession pour ces 3 adolescents qui envisagent d'appliquer au monde réel leur imaginaire déviant. Bertocchi serait à l'origine de ce plan sordide qui consiste à amener Désiré au corps de ferme Ermengarda pour abuser d'elle. Il n'y a aucune objection du côté de Vavassori ni de Franco. Au contraire, ils sont en ligne avec leur ami. 2 jours s'écoulent, l'après-midi du 28 septembre, le trio est fin prêt pour mettre en œuvre son horrible stratagème. Le couteau a été acheté par Bertocchi ainsi que du matériel pour attacher leur victime. Voici comment se serait déroulée cette stratégie. Bien que cela soit crédible, les policiers ont la sensation qu'à nouveau tout n'est pas dévoilé. Il reste Vavassori. Le jeune homme de 16 ans est à son tour questionné tout comme ses 2 comparses, mais lui ne reconnaît rien. Les enquêteurs ne changent pas leur méthode. S'il ne veut pas parler, alors il va subir une pression monstrueuse qui brisera sa défense. Simplement, contre toute attente, il ne craque pas et continue de tout nier en bloc. Une attitude qui marque les agents qui n'avaient pas vu venir une telle résistance de la part d'un adolescent. Il n'y a rien à en tirer. Alors, ils se rabattent sur celui qui a délivré une montagne d'éléments jusqu'à présent dont ils doutent qu'il ait réellement dévoilé tout ce qu'il savait, Mattia Franco. Ils ont bien fait, parce que le jeune homme annonce qu'au moment où il a grimpé au premier étage du bâtiment pour retrouver ses 2 complices, il y en avait un 3e, bien plus âgé, se nommant Giovanni Era. Nous sommes très loin de l'adolescent. C'est un homme de 36 ans qui est marié avec un enfant de 8 ans et il est ouvrier au sein d'une fonderie. Mais d'après Mattia, il était bel et bien là, agressif qui plus est, ayant menacé les garçons avec une arme de ne jamais mentionner son nom, auquel cas il s'occupera d'eux. La police ne perd pas une seconde et grâce à son identité fonce le cueillir. C'est une petite surprise pour les enquêteurs lorsqu'ils arrivent à son domicile parce qu'il vit juste en face de la maison des Piovanelli. Et il apparaît que tout ce petit monde se connaît. C'est un vrai sac de nœuds pour le moment, mais il faut tout dénouer. Giovanni Era est-il réellement mêlé à tous ces événements? Mattia n'aurait-il pas désigné un coupable afin de minimiser le rôle des garçons dans toute cette affaire? C'est possible. Après tout, ils ont beaucoup menti. N'étaient pas très enclins à révéler l'entière vérité,
ont même usé de méthodes peu scrupuleuses en envoyant un SMS au frère de Désiré pour détourner la police. Fort heureusement, ils ont à disposition une autre personne qui pourra donner une seconde version et comparer la concordance entre les deux. Les policiers retournent donc voir Nicolas Bertocchi et celui-ci confirme les dires de Mattia Franco. Si tout ceci est vrai, comment Giovanni Era peut-il se retrouver impliqué dans une affaire de meurtre entre adolescents ? C'est ce que la police va tenter de découvrir. Le profil de Giovanni Era est passé au crible par les enquêteurs. Ils comprennent qu'il a créé des liens avec les 3 garçons du coin en étant une sorte de grand frère pour eux. Il passe un temps considérable avec les adolescents malgré un grand écart d'âge. Il faut dire qu'à 36 ans, il en a des choses à raconter qui passionnent des jeunes particulièrement curieux. Rapidement vient sur la table un sujet très intéressant pour des adolescents en plein développement sexuel, les relations avec les filles. Il en parle beaucoup, le trio boit ses paroles, mais d'où vient ce lien avec Désiré ? La jeune fille connaît effectivement Giovanni Era, puisqu'il arrive qu'elle garde son enfant de 8 ans par moment. C'est de cette façon qu'il aborde le sujet avec Bertocchi, Franco et Vavassori. Il leur dit que Désiré est déjà venue chez lui, qu'elle avait des vues sur sa personne, et contrairement à ce que les 3 pensent, elle est tout à fait ouverte à des relations sexuelles. Il n'hésite pas à dire qu'il a déjà hésité à quitter sa femme pour s'enfuir avec l'adolescente. Mais alors qu'il paraît être une personne sûre d'elle, lorsqu'il faut faire face aux policiers, son comportement n'est pas du tout le même. Il explique que cette histoire de romance avec Désiré était juste une blague, que les gamins n'auraient jamais dû croire. Il assure ne rien avoir avec le meurtre de sa jeune voisine. Il ne sait rien du tout. Il s'érige en père de famille innocent que l'on tente d'impliquer dans une sordide affaire sans raison. La police pourrait le croire. Seulement, entre-temps, elle a découvert qu'il n'est pas l'homme aussi intègre que l'on pourrait penser. C'est un gros consommateur d'alcool et de drogue. Les enquêteurs ne vont pas le lâcher aussi facilement. Il subit également la pression de l'interrogatoire, laissant apparaître des failles pour finalement avouer s'être rendu sur les lieux en compagnie des adolescents, affirmant cependant n'avoir débarqué qu'après le massacre. D'après ses dires, le corps inanimé de Désiré gisait déjà sur le sol du premier étage de la demeure abandonnée lorsqu'il s'y est rendu. La vue du sang l'a complètement effrayé. Ayant des problèmes avec l'alcool, il a bu toute la journée pour oublier ce qu'il venait d'apercevoir. Une version peu crédible pour les forces de l'ordre. S'il était si effrayé, pourquoi n'avoir jamais contacté la police à propos de ce meurtre ? Et puis, nous sommes dans un cas de parole contre parole, dans la mesure où Bertocchi et Franco affirment que Giovanni Era était bien présent au moment du meurtre. Il continue même de parler, allant plus loin en expliquant que l'instigateur de toute cette affaire est l'adulte du groupe. Giovanni Era tente coûte que coûte de maintenir sa version, mais à force de se répéter, des incohérences surviennent dans son récit. Il le remarque, tout comme ceux qui l'entendent, et finalement change sa version une nouvelle fois. Il admet avoir assisté au meurtre de Désiré. En revanche, il maintient qu'il n'a tué personne. Il était un simple spectateur. Il s'est rendu au corps de ferme à 15h30 cet après-midi du 28 septembre parce qu'il avait entendu la discussion des garçons qui parlaient de piéger Désiré pour abuser d'elle. Son inquiétude grandit à mesure qu'il pense à cette situation, le poussant ainsi à se rendre à l'endroit évoqué par les jeunes afin de vérifier si leur sinistre plan est sur le point de se concrétiser. L'homme indique qu'en arrivant à la ferme, il grimpe au premier étage où il a entendu du grabuge. C'est à ce moment qu'il voit Nicolas Bertocchi poignarder Désiré tandis qu'elle est retenue au bras par Mattia Franco et Nicolas Vavassori. D'après Giovanni Era, c'est une insulte de Désiré à l'égard de Nicolas Bertocchi qui aurait conduit ce dernier à la tuer. Suite à cette scène épouvantable, l'homme décide de s'enfuir et rentrer chez lui. Une version bien différente de sa première et de sa troisième, parce que Giovanni Era revient sur tout ce qu'il a avoué, disant qu'il n'est impliqué dans rien et qu'il n'a jamais mis les pieds à la ferme. Avec autant de protagonistes si peu fiables, voici un problème qui se dresse face aux enquêteurs. Il leur est impossible de comprendre ce qu'il s'est passé concrètement, ni les niveaux d'implication de chacun dans ce meurtre. Dans ce cas, ce sera à la police scientifique de déterminer le déroulé des événements grâce aux preuves médico-légales récoltées sur place. Seulement, de telles analyses prennent du temps, plusieurs mois, et évidemment, il est hors de question de laisser les 4 suspects en liberté d'ici là.
Ils sont donc tous placés en détention provisoire. 3 longs mois s'écoulent avant d'atteindre janvier 2003. Une date fatidique qui marque la fin des analyses médico-légales et la révélation des conclusions dans cette enquête policière complexe. Ce sont les projections de sang, recoupées avec les différentes versions des suspects, qui amènera à la vérité. Voici donc la succession d'événements selon la police. Le jeudi 26 septembre 2002, les 3 garçons évoquent la possibilité d'abuser sexuellement de Désiré et de lui tendre un piège pour cela. Giovanni Era est présent, approuvant ce plan et annonçant qu'il passera également. Le samedi 28 septembre, Nicolas Bertocchi attire Désiré prétextant avoir découvert une portée de chatons à la ferme Ermengarda. L'adolescente, bien qu'elle n'apprécie pas Bertocchi, n'a pas peur de lui. Elle ne s'imagine pas les fantasmes qui règnent dans sa tête et décide de le suivre. Ensemble, ils entrent dans le bâtiment abandonné. Bertocchi dit à Désiré que les chatons sont à l'étage. Simplement, quand ils arrivent, Franco et Vavassori se jettent sur Désiré, lui ligotant les mains. À ce moment, il est impossible de savoir avec précision les événements, mais elle a été rouée de coups, agressée sexuellement, en tout cas elle était en partie dénudée, mais ne s'est pas laissée faire. En se débattant, elle aurait dit directement à Nicolas Bertocchi qu'il l'a dégoûté. Le jeune homme, tenant le couteau, sort de ses gonds, assénant un premier coup non mortel, celui-ci n'occasionnant qu'une coupure au niveau de l'abdomen. Paniqué et dans un instinct de survie, Désiré se débat puissamment, ce qui surprend les garçons en train de la retenir. Elle parvient à s'enfuir, puis elle est poursuivie par Giovanni Era, arrivé entre-temps, et l'un des mineurs sans qu'il soit possible de déterminer lequel. Les deux réussissent à lui bloquer le chemin. Elle est coincée, traînée dans les escaliers et ramenée au premier étage pour subir à nouveau un passage à tabac. Les enquêteurs savent qu'elle a été bloquée dans sa course parce que le sang se stoppe au milieu de l'escalier avec des marques qui remontent. La durée de son calvaire peut être estimée à environ 1 heure. Ensuite, les traces de sang montrent qu'elle est parvenue à s'échapper une deuxième fois. Des traces de sang toujours appartenant à Désiré sont découvertes sur le rebord d'une fenêtre dans une autre pièce, prouvant que dans une tentative désespérée, elle a essayé de se jeter par une fenêtre, mais en a été empêchée. C'est à ce moment que Bertocchi lui a planté à 2 reprises et dans le dos le couteau de cuisine. 4 blessures se distinguent. 2 d'entre elles ont donc frappé traîtreusement le dos de la jeune fille, une autre a transpercé sa poitrine, tandis qu'une blessure profonde de 17 cm orne son cou. Il est également évident que son meurtrier a tenté de la mutiler en s'acharnant, assénant 33 coups de couteau alors que Désiré Piovanelli avait déjà succombé à la mort. C'est ainsi que la jeune fille de 14 ans est décédée le 28 septembre 2002 d'après les preuves médico-légales de la police, qui passe le relais au système judiciaire italien. Le 19 mars 2003, le tribunal de Brescia ouvre l'audience du procès de Nicolas Bertocchi, Mattia Franco et Nicolas Vavassori. C'est bien un juge pour mineurs qui officie, mais la gravité du crime permet l'application de peines normalement réservées à des adultes. Après 3 semaines de procédure, sans qu'il n'y ait réellement de suspense sur la culpabilité des accusés, le 9 avril 2003, chacun d'entre eux est reconnu coupable du meurtre de Désiré Piovanelli, ayant tous joué un rôle actif. Cependant, Nicolas Bertocchi est identifié comme l'auteur matériel. C'est lui qui a tiré la victime et l'a poignardée. Pour ces actes, il écope d'une peine d'emprisonnement de 20 ans. Nicolas Vavassori, qui a toujours nié les meurtres, est également reconnu coupable. Sa sanction, 18 ans d'emprisonnement. Mattia Franco, le plus jeune des 3, parce qu'il est celui qui a le plus coopéré, mentionnant notamment le nom de Giovanni Era, est condamné à 10 ans d'emprisonnement. Le procès de ce dernier se tient plus tard au cours de l'année 2003 au mois de juin. Sa culpabilité également ne fait aucun suspense, et il est reconnu coupable du meurtre de Désiré Piovanelli. Le juge prononce la peine la plus lourde que le code pénal italien prévoit, la prison à vie. Mais Giovanni Era interjette appel, et il voit sa peine se réduire drastiquement, passant de la perpétuité à 20 ans. Cela crée un tollé dans l'opinion publique. Cela est vécu comme un véritable scandale, et la Cour suprême italienne se penche sur la décision de la Cour d'appel de Brescia. Elle casse cette décision et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Milan qui prononce une peine de 30 ans d'emprisonnement qui sera définitive cette fois-ci. Aujourd'hui, les 3 premiers condamnés devraient être sortis de prison. Je dis devraient parce qu'il n'est pas facile de trouver des nouvelles à ce sujet. Y sont-ils retournés pour d'autres motifs? Peut-être. En tout cas, leur peine est terminée.
Dans le cas de Giovanni Era, il lui reste encore quelques années de prison. Quoi qu'il en soit, malgré ces années d'emprisonnement, cela ne fera pas revenir la pauvre Desirée Piovanelli qui méritait un bien meilleur destin que celui qu'elle a connu. Une affaire terrible, mais si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.